Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un film aussi déroutant que fascinant, Coming Apart, réalisé par Milton Ginsberg, sorti en 1969. Milton Moses Ginsberg est né le 22 septembre 1935 dans le Bronx, à New York. Il grandit dans un environnement modeste, mais cultivé. Il fréquente le Bronx High School of Science avant de poursuivre des études de littérature à l'université Columbia, où il obtient une licence. C'est en 1960 que Ginsberg découvre l'impact que le cinéma peut avoir sur sa perception du monde. Cette année-là, il voit l'Avventura de Michelangelo Antonioni et la Dolce Vita de Federico Fellini dans la même semaine. Il y voit une manière de traduire à l'écran les émotions qu'il ne connaissait jusque-là qu'à travers la littérature. Ginsberg débute sa carrière par de petits emplois dans l'industrie audiovisuelle. Il devient rapidement assistant monteur chez NBC News, dans une unité documentaire inspirée par les travaux de Lee Koch, Painmaker et les frères Messels. Très vite, son talent est remarqué, et il passe de l'état d'apprenti à celui d'assistant. En parallèle, Ginsberg commence à travailler sur ses propres projets cinématographiques, explorant des scénarios originaux et ambitieux. En 1966, après un voyage au Japon, il écrit Lady with a Pink, qui raconte la romance sombre d'un jeune restaurateur d'art dans un musée. Puis, il imagine High Flying Bird, où un jeune homme accepte de l'argent de mafieux pour écrire un film pornographique. Deux producteurs, Andy Cohen et Dan Davis, ont acheté les droits de ces deux scénarios. Ces projets lui valent la réputation d'un réalisateur exigeant. Après 2 mois de travail stérile, les producteurs lui disent « On n'avance pas, tu veux tout diriger toi-même ». Je les ai convaincus de financer une scène ou deux pour leur montrer que je pouvais réaliser. Ils m'ont demandé de combien j'avais besoin. 20 000 $, ai-je menti. Ils ont blémi. Mais si vous doublez, je fais tout le film. Comment ? Demanda l'un d'eux. Je vais tout tourner dans une seule pièce. Marché conclu, ont-ils crié. À cette époque, Milton connaît parfaitement la scène artistique et underground new-yorkaise. Il fréquente assidûment le Charles Theatres, où les cinéastes indépendants peuvent apporter leurs bobines pour les projeter devant un public curieux, découvrant ainsi des formes expérimentales et radicales de narration. Ginsberg est également profondément marqué par l'univers d'Andy Warhol, notamment par le film Chelsea Girls et par l'effervescence de la discothèque Max Kansas City, un lieu emblématique où il voyait Warhol entouré de sa bande de drag queens et de figures atypiques de la culture new-yorkaise. J'étais aussi très épris du cinéma japonais de l'époque, ce cinémascope noir et blanc, cette façon de filmer l'intime en grand. Étrange obsession d'Ishikawa m'avait particulièrement frappé pour ça, même si celui-ci est en couleur. L'émergence du porno hardcore dans les cinémas de Times Square le frappe par son intensité brute, et il nourrit dès lors le désir que ses propres films possèdent cette même force, mêlant expérimentation, provocation et réalisme psychologique. En 1969, le projet Coming Apart commence à prendre forme. Ginsberg s'inspire de sa vie personnelle, y compris ses relations avec des psychiatres et ses expériences intimes. Il écrit un scénario de 200 pages dans un état de fureur et de vengeance, en partie inspiré d'une ancienne relation avec une institutrice qui lui rappelait Monica Vitti. Mais ce n'était pas Monica Vitti, et je l'ai maltraitée. Après l'avoir quittée, elle a trouvé quelqu'un d'autre, et je me suis effondré. Pour rappel, le titre du scénario, Coming Apart, veut dire en français « disjoncter », péter les plombs. Le film est tourné dans un appartement de 15 x 17 pieds à Kips Bay Plaza, totalement isolé dans un quartier délabré de l'East Side, plein d'immeubles à 4 étages, entre la 30e et la 33e rue. Il le choisit pour sa lumière et sa configuration, qui correspond parfaitement à sa vision. Ginsberg loue et emménage dans cet appartement spécialement pour faire le film. Le tournage, réalisé en 3 semaines, utilise un dispositif de caméra statique unique, simulant un faux documentaire, et s'inspirant fortement du film David Holzman's Diary de Jim McBride. I'd like you to meet my friend, my eyes, my camera, Eclair NPR, noiseless portable reflex camera. And this is how we look, as we walk about, seeing and hearing, getting it all down. Ginsberg estime tenir ce dispositif de son expérience de monteur sur les documentaires et sur l'émission de caméra cachée Candid Camera. Ce dispositif oblige l'équipe à tourner en plan séquence. Le budget les contraint à ne faire que 3 ou 4 prises. Les comédiens répètent beaucoup les scènes. Les dialogues sont écrits à la virgule près. Les scènes étaient compliquées. Si vous ratiez une réplique 7 minutes après le début d'une prise de 10 minutes, il fallait tout recommencer. Heureusement, tourner dans ce petit appartement présente quelques avantages. Avec mon chef opérateur, Jack Jagger, on avait fait la lumière une fois pour toutes, l'avantage de la caméra fixe. Le matin, on arrivait à 9h et à 9h30, on était prêt. On avait tout ce temps pour répéter.
Pour la distribution, Ginsberg choisit Rip Torn, comédien professionnel issu de l'Actors Studio, rencontré par un ami en commun, qui accepte immédiatement le rôle principal. Il m'avait dit « Si jamais tu as un rôle romantique à me proposer, je suis ton homme ». À cette époque, Torn est un fauve sur les plateaux. Il avait frappé Norman Mailer à la tête avec un marteau pendant le tournage de Maidstone. Norman Kingsley, you must die, not Mailer. Not Mailer. I don't want to kill Mailer, but I must kill Kingsley in this picture. L'épisode est resté célèbre, à mi-chemin entre la performance d'art brut et la crise de nerfs filmée en direct. Ginsberg engage également la comédienne de la Factory d'Andy Warhol, Sally Kirkland, qu'il remarque sur scène dans une pièce de Terrence McNally, où elle jouait nue, attachée sur une chaise, un mouchoir enfoncé dans la bouche. Quand elle a amené son script pour tourner Coming Apart, on aurait dit le Talmud, tout griffonné dessus par elle. Sally Kirkland devait tourner simultanément Coming Apart et Fuds. Ginsberg confie que Joan, le personnage interprété donc par Sally Kingsland, s'inspire directement de Valery Solanas, l'auteur de Scum Manifesto, connu également pour avoir tiré sur Andy Warhol en 1968. Solanas était une militante radicale, prônant la disparition du patriarcat. Sur le plateau, Ginsberg diffuse en direct les morceaux de musique des Supremes ou de Jefferson Airplane, et encourage ses acteurs à improviser sur les scènes de sexe, tout en leur laissant un droit de veto sur ce qu'il sera utilisé. Seul Sally l'a exercé sur un truc que j'ai enlevé. Shelley Winter lui avait dit que sa carrière serait foutue sinon. J'ai donc respecté sa demande et remplacé la scène par quelque chose de moins explicite. Maintenant que nous connaissons les origines du film, intéressons-nous à ce qu'il raconte concrètement. Joe Glazer, psychanalyste new-yorkais, se sépare de Monica, son ex-femme enceinte. Obsédé par elle, il loue un appartement dans le même immeuble, sous le faux nom de Glassman, pour rester proche d'elle. Il transforme cet appartement en garçonnière et y installe une caméra cachée, enregistrant sa vie et confiant ses pensées à l'objectif. Rapidement, son refuge devient le théâtre d'une succession de visites féminines, anciennes patientes, maîtresses, voisines ou conquêtes d'un soir. Avec chacune, Joe rejoue le même rituel, séduction, domination, manipulation. Convaincu de maîtriser la situation, Joe sombre pourtant dans la débauche sexuelle et la déchéance psychologique. Comme vous pouvez le constater sur les images, Coming Apart repose sur un dispositif simple, en apparence. Une caméra dissimulée dans une boîte à miroir, que notre protagoniste présente à ses visiteurs comme une œuvre d'art cinétique. A kinetic art object. Posée sur la table basse, cette sculpture dissimule l'objectif dirigé vers un canapé, théâtre de toutes les confidences et de toutes les dérives. Derrière celui-ci s'étend un grand miroir mural, reflétant le reste de la garçonnière. Mur blanc, chaise en osier, toile moderne et, par la fenêtre, la skyline de Manhattan. Le cadre, dès lors, est posé. Joe reçoit ses patientes, ses amantes, ses voisines, tandis que la caméra, presque immobile, enregistre. Le dispositif tient du panoptique, un agencement spatial qui permet d'embrasser du regard la totalité d'un lieu, et donc d'exercer une surveillance continue sur ceux qui l'occupent. Tout ce que nous voyons provient de cette unique caméra, filtrée par le miroir. Par instant, l'appareil est déplacé ou réorienté, mais le plus souvent, le film reste figé dans ce plan unique en noir et blanc. Certaines séquences s'interrompent brusquement lorsque la pellicule vient à manquer. Des jours, parfois des semaines, s'écoulent entre deux prises, créant une étrange désorientation temporelle. Ce cadre fixe transforme le spectateur en voyeur, voire en analyste. Joe filme ses conversations et ses ébats comme un psychiatre enregistre ses séances. Mais s'il contrôle le déclencheur de la caméra, il perd peu à peu le contrôle de son propre jeu, de sa propre image. En proie au doute existentiel, il adresse parfois à l'objectif des regards furtifs. La caméra devient alors le miroir de sa déchéance. Ginsberg traduit cette déchéance à l'image en intégrant volontairement des pannes, des flash frames, des décalages entre le son et l'image, autant de faux incidents techniques qui donnent l'illusion d'un document brut. Le miroir occupe ici une fonction centrale, à la fois concrète et symbolique. Il dédouble l'espace, multiplie les points de vue et permet de saisir simultanément les visages des interlocuteurs, un plan rapproché et un plan large coexistant dans le même cadre. Le canapé devient alors le champ et le miroir son contre-champ. Mais il agit surtout comme métaphore.
Joe, prisonnier de son propre reflet, s'analyse jusqu'à la désintégration. Même ses noms, Glazer et Glassman, évoquent ce monde de verre et de réverbération. Coming Apart devient une mise en abîme dont le héros ne sortira pas. What did I have this machinery on for? C'est certainement le testament d'un homme déjà mort. Dès l'ouverture du film, alors qu'il teste le son du micro, Joe récite machinalement une phrase des pensées de Blaise Pascal. Hello, 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 testing, testing. I am frightened and wonder to find myself here. I am frightened and wonder to find myself here rather than there, for there is no reason why I should be here rather than there, now rather than then. Hello, hello, hello. Chez Pascal, la question porte sur la main qui nous place dans le monde. Chez Joe, sur celle qui l'y retient. C'est un homme déplacé, sans foyer ni ancrage. Son film devient alors une tentative d'auto-analyse, oscillant entre la cure psychanalytique et l'autopsie spirituelle. Ses rencontres féminines, toutes archétypales, rythment sa chute. Ce journal de conquête, jamais pornographique, devient peu à peu le carnet d'un effondrement psychique. Colère, désespoir, autodestruction. La seule relation, véritablement complexe, est celle qu'il entretient avec Joanne, son ancienne patiente devenue amante. Leur lien oscille entre thérapie et toxicité. Elle cherche l'amour, lui le contrôle. Lorsqu'elle tente de les photographier pendant l'acte, Joe explose de rage. Hey, don't do that. Hey, put that down. Put it down! Too excited. Une colère hypocrite, lui qui filme tout, car son obsession n'est pas de voir les autres, mais de se voir exister. Joanne incarne son double, son reflet féminin et destructeur. Comme le dit Ginsberg, Joe est un tordu, un cinéaste à la Warhol, et Joanne, une créature de sa ménagerie, qui revient pour le détruire. Dans la scène finale, Joe a disparu de l'image. Joanne revient dans l'appartement. Elle rit, pleure, danse, puis, au ralenti, fracasse le miroir. Par ce geste, elle anéantit à la fois le décor, le dispositif et l'homme derrière tout ça. L'écran se vide, devient un mur blanc, comme si la caméra elle-même mourait avec lui. Coming Apart ne se contente plus de raconter la désintégration d'un homme, mais se désintègre avec lui. L'auto-analyse de Joe tourne au suicide métaphysique. Son miroir filmique, censé le maintenir en un seul morceau, se retourne contre lui, et le cinéma, à force de se regarder, finit par s'auto-détruire. Le film sort en salle le 26 octobre 1969, et est classé X par la censure. Coming Apart n'a pourtant rien d'un film pornographique. À la fin des années 60, cette étiquette visait les œuvres abordant la sexualité adulte avec sérieux, comme I Am Curious, Midnight Cowboy ou encore Orange Mécanique. Le film de Ginsberg s'inscrit dans cette veine, crue, intime et expérimentale. Un peu curieux, à la sortie de la première projection publique, Ginsberg interroge un spectateur pour avoir son avis. Une merde, ne gaspillez pas votre argent. Puis un couple sort de la salle un peu plus enthousiaste. C'est le plus grand film que j'ai jamais vu. Ginsberg jubile. Il est persuadé d'avoir donné naissance à un film impossible à mesurer. Les critiques, elles, se divisent radicalement. Richard Schickel, dans Life, salue une représentation bouleversante d'une décomposition schizophrénique. Tandis qu'Andrew Sarris, dans The Village Voice, le réduit à un film amateur raté. Ce dernier article, dira Ginsberg, a achevé la carrière du film. C'était fini. Aucun agent n'a appelé. Après cet échec, Ginsberg ne réalisera qu'un seul autre long métrage, The Werewolf of Washington, sorti en 1973, satire politique inspirée du scandale du Watergate et pensée comme une charge contre Nixon. À la fin de sa vie, interrogé sur Coming Apart, Ginsberg avouera ne plus supporter le film, en disant « Quand on plonge dans sa propre âme, on ne veut plus jamais y retourner ». Press stop now. Do not rewind the tape. Please eject the tape at this time.